à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. L'ancien chef des Serbes de Serbie, des chefs militaires de Serbie a été arrêté hier en Serbie justement. Est-ce que, comme l'ensemble de la classe politique, vous vous réjouissez de cette arrestation? Vous savez, M. Mladic a sans aucun doute commis de très graves exactions, comme tous les camps d'ailleurs dans cette guerre de Yougoslavie. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment dans la justice internationale qu'il y a les bons criminels de guerre et les mauvais criminels de guerre. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais justement, le sera-t-il? C'est toute la question de savoir si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Vous pensez qu'il doit être poursuivi? Oui, je pense qu'il doit être poursuivi, oui, bien sûr. Écoutez, ou alors, on considère qu'encore une fois, il y a des intérêts supérieurs qui font qu'il y a les gentils criminels de guerre et les méchants criminels de guerre, comme il y a les bons dictateurs et les méchants dictateurs. Ça dépend d'ailleurs du moment, parce que les gentils dictateurs, M. Ben Ali, deviennent des méchants dictateurs en quelques jours, et vice-versa. Voilà, j'appelle donc les Français à la prudence lorsqu'ils porte un jugement sur ces affaires internationales. À propos de dictateurs, la France a renforcé sa force en Libye en envoyant notamment des hélicoptères. Est-ce que vous approuvez cette décision? Non, je n'approuve pas du tout cette décision, comme je n'approuvais pas l'intervention de la France dès le départ en Libye. Là encore, on peut se poser la question de savoir quid des crimes et des assassinats d'innocentes victimes à la suite des bombardements de l'OTAN, de la Serbie jusqu'à la Libye d'ailleurs. Nous sommes en train, sous prétexte de frappe chirurgicale, de toucher une population civile sans que ça semble poser le moindre problème à personne. Eh bien moi, ça m'en pose sur le plan moral. Il y a quelques jours, la France a attaqué le domicile de M. Kadhafi. Je crois qu'on est passé au-delà de la résolution de l'ONU. Trois enfants sont morts dans cette attaque. Alors certes, ils étaient libyens, mais est-ce que c'est pas des enfants quand même, quoi? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Sur un sujet tout à fait différent, il y a un secrétaire d'État français, secrétaire d'État à la fonction publique, Georges Tron, qui est accusé de harcèlement sexuel. Vous le poursuivez pour diffamation parce qu'il dit que l'avocat des plaignantes est un de vos proches. Oui, c'est grotesque. Mais je crois que M. Tron, c'est assez inquiétant d'ailleurs, qui est ministre, ne sait pas ce que c'est qu'un avocat. C'est-à-dire, ça n'est pas Gilbert Collard qui a porté plainte pour agression sexuelle, ce sont ses clientes. Et le fait que j'ai de l'amitié pour Gilbert Collard ne me rend pas coupable d'avoir été à l'origine de ces plaintes. Je trouve ces accusations scandaleuse et je vais donc les poursuivre en diffamation. Je signale d'ailleurs que cette théorie du complot s'est effondrée totalement hier puisque une association de défense des femmes victimes de violences a témoigné que au moins une de ces plaignantes était venue la voir il y a déjà de nombreux mois, au mois de novembre 2010, et avait fait état des accusations qu'elle formulait contre M. Tron. À l'époque, Gilbert Collard était au Parti radical. Donc c'est quoi? C'est qui? M. Borloo, du coup, qui est responsable du complot? Bon, donc tout cela est grotesque. Ce qui est important, c'est que monsieur... Mais est-ce que Georges Tron doit démissionner, selon vous? Oui, mais bien sûr. Je le crois. Et même de ces deux fonctions, de maire et de ministre de la fonction publique. En qualité de ministre de la fonction publique, il est le supérieur hiérarchique d'un certain nombre de personnes qui vont être amenées à intervenir dans l'enquête qui le vise. C'est quand même très problématique. Bon, en tant que maire, il est accusé d'avoir commis ces agressions sexuelles en utilisant un abus de pouvoir, puisque ces actes auraient été effectués sur des employés municipaux. Bon, eh bien, rien que cela devrait évidemment obliger, je crois, M. Tron à quitter son poste de maire. Il est présumé innocent, vous êtes avocate. Non mais d'accord, il est présumé innocent, mais ça veut dire qu'il est présumé innocent jusqu'à la décision définitive.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un cas tel que celui-là, M. Tron doit pouvoir rester jusqu'en cour de cassation ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, c'est-à-dire dans 2 ans, dans 3 ans. Non, il faut être raisonnable. Un certain nombre d'autres ministres avaient quitté le gouvernement pour pouvoir répondre d'accusations qui les touchaient. M. Tron doit faire exactement la même chose parce que de surcroît, il est ministre de la fonction publique, ce qui donne une gravité particulière aux accusations qui sont formulées contre lui. Et encore une fois, il est maire, alors même qu'il est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis au moyen de son pouvoir de maire. Quand l'affaire DSK a éclaté, vous avez dit que vous n'étiez pas surprise. Est-ce que là, vous êtes surprise par ce qui arrive à Georges Tron? Bon, alors je vais encore être obligée de dire la vérité, puisque je suis un peu spécialiste de cela. J'ai été surprise, oui, monsieur, mais pas longtemps, puisque après avoir discuté avec un certain nombre de journalistes, il s'avère que là aussi, semble-t-il, les dérives de monsieur Tron étaient assez largement connues par le milieu journalistique et donc le milieu politique. De surcroît, j'ai appris dans Le Monde que monsieur Sarkozy avait mis en place une sorte de cellule, une police des mœurs, qui avait pour objectif d'enquêter sur la vie personnelle de ses adversaires politiques. Eh bien, j'enjoins M. Sarkozy d'utiliser cette cellule, au passage parfaitement illégale, plutôt pour enquêter sur ses propres amis. Ça lui évitera peut-être quelques surprises. Alors sur Nicolas Sarkozy précisément, il préside le G8. Qu'est-ce que vous attendez de ce G8? Rien. Rien. D'ailleurs, on n'y a jamais aucune application politique de ces G8, de ces G20. La seule chose qu'on retient pour ce G8, c'est le coût. 20 millions d'euros, on n'est plus à ça près, vous me direz. Mais rien, puisque la lutte contre les paradis fiscaux, grande promesse, jamais tenue. La lutte contre la régulation des banques, grande promesse jamais tenue. Les bonus des traders n'ont jamais été aussi importants. Donc il n'a rien fait. Vous savez, M. Sarkozy, je vais vous dire ce qu'il va faire pendant la campagne présidentielle. Sa stratégie, c'est de faire croire aux Français qu'il les a protégés pendant la crise. Rien n'est plus faux que cela. D'abord, il n'a rien fait, là où d'autres gouvernements ont pris des décisions pragmatiques et concrètes pour protéger le pouvoir d'achat et l'emploi de leur peuple. Et deuxièmement, le chômage baisse en France, vous l'avez noté. Non, monsieur, non. Il reste en augmentation de 3% sur l'année. Alors évidemment, on essaye de manipuler les chiffres, on radie un certain nombre de chômeurs pour que ça rentre dans les cases. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le chômage reste en augmentation de 3% sur l'année. La réalité, c'est que M. Sarkozy a gâché la crise. Parce que lorsqu'il y a une crise, il faut se servir de cette occasion justement pour changer les choses, pour sortir de la soumission aux puissances d'argent, pour réguler les banques. Il n'a rien fait de tout cela et il n'a donc absolument pas protégé les Français pendant la crise, bien au contraire. Merci. William, c'est à vous.